Bonjour et bienvenue dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Aujourd'hui nous parlerons des abysses, des récifs coralliens et de maladies. Il est 16h et Science Infuse commence tout de suite. Salut tout le monde, est-ce que vous êtes prêts ? Grave. C'est grave. Eh ben on commence tout de suite avec Margot qui va nous parler des mystérieux abysses. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un milieu aquatique qui fascine et qui est encore, à ce jour, très méconnu. Je parle bien évidemment des abysses, cette zone très profonde de l'océan qui s'étend à des profondeurs supérieures à 2500 mètres. Alors l'exploration de ce lieu est assez difficile et pour cause, la pression hydrostatique de ce milieu est écrasante et augmente de 1 bar à chaque descente de 10 mètres. Donc avec un sous-marin, pour gagner 100 mètres d'immersion, il vous faudrait une coque d'environ 10 mm. Pour explorer, oui, qu'est-ce qu'il y a ? Donc ça augmente à chaque fois ? Ouais. Genre plus... En fait, plus tu descends, plus tu veux aller explorer dans les profondeurs, plus la coque de ton sous-marin doit être épaisse. Donc l'air autour de nous, au niveau de la mer, nous presse à 1 bar. Le bar, c'est l'unité de mesure de la pression, et nous ne ressentons pas cette pression car les fluides de notre corps se déplacent avec la même force. Mais si vous nagez dans l'océan, à quelques mètres de profondeur à peine, vous constaterez un changement. Vous allez commencer à ressentir une augmentation de la pression sur vos tympans. C'est pas trop agréable. Ceci est dû à une augmentation de la pression hydrostatique, qui est la force par unité de surface exercée par un liquide sur un objet. C'est d'ailleurs pour ça que pour faire de la plongée, il vous faut des formations pour se sensibiliser à tout ça. N'est-ce pas Mathilde qui m'a d'ailleurs raconté que les dents pouvaient exploser avec la pression ? Oui, alors exploser, c'est un peu simplifié, mais oui, la pression et les cavités... la pression et les cavités, ça fait pas bon ménage. Les sinus aussi, c'est pour ça qu'il faut bien être formé pour faire de la plongée. Donc n'allez pas dans les abysses comme ça, les amis. Hein. De toute façon, tu peux pas y aller en plongée. C'est sûr. Avec ton petit tuba, elle est à 200 mètres de profondeur. Allez, c'est parti. Alors, donc avec une pression qui est écrasante, une obscurité presque totale, car oui d'ailleurs la lumière ne touche pas les fonds marins, un apport de nourriture rare et une température glaciale, l'existence d'organismes vivant dans le milieu abyssal semblait impensable. Jusqu'au 19e siècle. Car la vision, elle a changé avec le Challenger Expedition qui s'est déroulée de 1872 à 1876. C'est durant cette expédition qu'on découvre qu'il y a de la vie dans les grandes profondeurs. Les organismes qui vivent aux abysses se sont adaptés à ce milieu et à ses caractéristiques environnementales peu communes. L'adaptation la plus représentée, car disons-le, c'est plutôt impressionnant, c'est la bioluminescence, si j'arrive à le dire. Donc, c'est dû à l'action de l'enzyme luciférase, et ça va être du coup un compromis entre trouver et être trouvé pour nos organismes vivant aux abysses. Vous avez tous en tête ce moment où Dory, dans Nemo, voit une lumière et pense être morte. Mais Marin la voit aussi, et là ils sont tout contents de voir de la lumière au milieu de cette noirceur qu'est les abysses. Mais en fait, il s'agit d'un poisson pêcheur qui va d'ailleurs tenter de faire de Dory et Marin son repas. Si vous voyez pas de quoi je parle, je vous conseille vivement de regarder Nemo. C'est ceux qui ont une sorte de lanterne devant eux ? Ouais, c'est ça. Ils ont une sorte de lanterne devant eux. Et les poissons pêcheurs, ils ont aussi pas mal de filaments en fait, qui sont reliés à leur corps et qui ont de la lumière en fait. Donc c'est la bioluminescence justement. Et justement, ce poisson pêcheur possède bien des particularités. Dans les abysses, l'appariement est faible. Quand je dis appariement, je parle bien évidemment du regroupement des sexes pour la production. Donc les organismes vivant dans les abysses adoptent des stratégies d'appariement alternatives et diverses. Comme par exemple le fameux poisson pêcheur qui, pour attirer sa proie, la femelle émet non seulement de la lumière avec sa nageoire dorsale, mais les bouts de ses filaments vont aussi clignoter à intervalles réguliers. Attiré par la lumière et par l'odeur de la femelle, le mâle poisson pêcheur se rapproche de sa dulcinée pour se reproduire. Seule chose qu'il fera d'ailleurs de sa vie. En mordant sa compagne, le mâle libère une enzyme qui dissout la peau de cette dernière, mais aussi sa propre bouche. Les deux créatures vont donc fusionner et le cadavre du mâle restera collé à celui de la femelle. Elles pourront ensuite procréer seules, puisque les organes reproducteurs du mâle survivront. Cette pratique peu commune, et qui pourrait avoir bien évidemment sa place dans un film d'horreur, avouons-le, est une stratégie adoptée par les poissons pêcheurs pour se reproduire. Romantique, n'est-ce pas ? Ça me fait penser au film The Thing. Je sais pas si vous l'avez vu. Ah, moi non, je n'ai pas vu. Ouais, c'est dans le même genre. Sauf que c'est avec des humains. Ah bah voilà. Donc dans les abysses, la nourriture est aussi une denrée rare. Mais de temps en temps, une carcasse de gros mysticètes, donc ces baleines à bosse bleues ou rorquals,
touche le fond et représente un oasis de nutriments. Et à partir de là, tout va se faire sous forme d'étapes, entre guillemets. Il va déjà y avoir le repérage de la carcasse par les charognards mobiles dans les 24 heures après la chute, et ils seront donc sur place dans les 24 heures. Les charognards mobiles sont des poissons, des crustacés et mollusques abyssaux et seront présents autour de la carcasse pendant quelques mois. Ils possèdent une consommation rapide de 40 à 60 kg par jour et vont perforer la carcasse. Quand la couche de chair de notre carcasse deviendra trop mince, ça signera le départ des charognards mobiles. Leur déjection et leur préparation va permettre l'implantation des charognards dits immobiles cette fois. C'est donc notre prochaine étape. Ils sont assez nombreux et ils peuvent aller jusqu'à 50 000 individus par mètre carré et sont composés d'anélides polychètes, d'amphipodes et d'échinodermes. Donc les échinodermes, vous avez dans la famille des échinodermes les étoiles de mer. Donc il va aussi y avoir des décapodes, des mollusques et encore une fois des poissons. Eux, ils vont consommer du coup les tissus et une partie des os. Et à la fin de ce stade, il ne restera que le squelette recouvert d'un film épais bactérien. Par la suite, nous aurons donc le stade sulfophilique qui dure quelques années, de 50 à 100 ans rien que ça. Donc il restera que la carcasse, donc de la carcasse il ne restera que les gros os et la tête riche en graisse. Cette graisse sera dégradée par des bactéries et notamment de la faune sulfophile, car cette dégradation aura comme conséquence une augmentation de sulfure d'hydrogène qui est un composé toxique pour les espèces vivant à la surface des océans, dont la nécessité d'avoir une faune sulfophile du coup, qui aime le sulfure d'hydrogène. Pour finir, on aura le stade récifal, où ce qu'il reste servira de support pour ces individus ayant un mode de vie, pour le coup, filtreur. Ce stade se nomme donc récifal, car il est similaire à un récif artificiel. Avant de terminer, je vais vous présenter quelques espèces plutôt atypiques des abysses. Nous avons déjà eu un petit aperçu avec le poisson pêcheur, qui était vraiment pas mal, et je vais à présent vous parler du grand avaleur, qui est donc un poisson qui se caractérise par l'extensibilité de ses mâchoires supérieures et inférieures, et surtout par l'élasticité de son estomac. Je vous conseille d'aller voir des photos, parce qu'en fait, il a vraiment... Ah, il leur sort, non ou... En fait, non, il leur sort pas, mais en fait, ça lui permet d'avaler des proies qui sont plus grandes que lui, donc 3 à 4 fois plus grandes que lui. Et du coup, il a vraiment un gros bidou, quoi, pour le coup. C'est comme une poche, non, qui ressort. Ouais, c'est ça, il va vraiment avoir une grosse poche. Et sachant que ce poisson fait 25 cm tout au plus, donc il avale des choses assez énormes pour sa petite taille. Vous allez aussi avoir comme autre organisme peu commun le requin lutin, qui possède un long museau aplati, cachant des mâchoires protractiles garnies de dents en forme de clous. Mais qu'est-ce que c'est une mâchoire protractile ? Eh bien, c'est tout bonnement une mâchoire qui va être propulsée en avant. Donc le requin lutin déboîte littéralement sa mâchoire pour capturer ses proies. La technique est d'ailleurs très impressionnante à voir. Ouais, ce que j'allais dire, c'est hyper impressionnant. Ouais, j'ai déjà vu sur internet et Ouais, on voit vraiment le assez, truc qui se décroche. ouais, quoi. La mâchoire, Il y a même des avant, gifs comme ça où tu vois vraiment la mâchoire qui, hop, il va chercher le poisson comme ça, c'est assez impressionnant. Donc, il y aurait encore beaucoup de choses que je pourrais vous dire autour des abysses et surtout à découvrir, vu que c'est encore assez méconnu. Mais pour ma part, je vais m'arrêter ici, en espérant que ce que nous savons à ce jour sur les abysses n'ont plus aucun secret pour vous. Eh bah super Margot, merci. On va tout de suite faire une pause avec Kigo avec le titre Stall the Show. Et on se retrouve juste après avec Nicolas pour nous parler de métiers dans les sciences. A tout de suite. Bonjour à tous, vous êtes bien dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation de Fadjet. Nous en étions à Nicolas qui va nous présenter tout de suite quelques métiers qu'on retrouve dans les sciences. Et oui, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de métiers, mais pas de métiers en général, de métiers dont vous avez déjà entendu le nom, mais vous ne savez pas exactement ce que c'est parce que c'est des métiers qui se ressemblent. Alors pour vous donner un exemple, je vais commencer par les métiers de diététicien, nutritionniste, diététicien-nutritionniste et médecin-nutritionniste. Est-ce que vous connaissez la différence entre tout cela ? Je pense que vous les avez déjà tous entendus déjà. Oui. Mhm. Et du coup, il y a des différences. Est-ce que vous savez lesquelles ? Est-ce que c'est pas au niveau des années d'études ? Des diplômes Ouais, Genre c'est- le nutritionniste, c'est un médecin ? Non. Pas tout Et le à fait, diététicien, mais il a en fait fait- une fac Enfin, fac de nutrition, mais non. Mais... Il y en a un qui avait passé par médecine et Ouais, un c'est qui ça. est passé par fait, c'est bio. une différence d'études. Mm. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit un diététicien ou un médecin, il y aura toujours le suffixe nutritionniste, parce que ça veut dire qu'il aura fait des études qui seront reconnues
en France. Si vous allez juste voir un diététicien qui n'a pas le suffixe nutritionniste, c'est qu'il n'a pas fait des études reconnues, on va dire. Et un nutritionniste tout seul, ça n'existe pas. C'est soit vous êtes diététicien nutritionniste, soit vous êtes médecin nutritionniste. Ok ? Et donc, il y en a donc dans ces deux professions différentes, ça dépend, comme vous l'avez dit, de la formation. En fait, un médecin nutritionniste, comme tu l'as dit Mathilde, il a fait médecine. Donc il a fait 6 ans de médecine et après il a pu compléter avec soit 2 années, soit 4 années supplémentaires. Et donc un médecin nutritionniste, c'est un médecin, ça veut dire qu'il va pouvoir prendre en charge toutes les maladies liées à la nutrition et qui va pouvoir vous donner des prescriptions, donc des médicaments. Au contraire de ça, il y a le diététicien nutritionniste. Lui, il a fait une formation différente, il est passé par un BTS ou par un DUT de nutrition, donc c'est-à-dire un bac+2. Et ensuite, il a pu aussi compléter avec une formation universitaire, comme tu l'as dit Margot. Et donc il sera qualifié aussi, mais ce ne sera pas un médecin, parce qu'il pourra pas, dans le sens où il ne pourra pas vous prescrire une ordonnance avec des médicaments. Et la différence, vous pouvez le consulter, lui, ça va être plutôt pour, je mets des guillemets plutôt, parce que c'est vous qui voyez, mais pour si vous voulez faire un régime particulier ou avoir un suivi sur votre alimentation, ou des conseils, mais en tout cas pas des grosses maladies. Il y a beaucoup de diététiciens nutritionnistes donc, qui ont fait une formation non-médecine, qui vont travailler avec des hôpitaux ou des maisons de retraite. C'est pas pour ça qu'ils sont moins qualifiés en fait, c'est juste qu'ils seront pas à même de vous prescrire des médicaments et que pour des on va dire des grosses maladies liées à l'alimentation, il vaut mieux quand même aller voir un médecin nutritionniste ou alors de toute façon le diététicien nutritionniste va peut-être vous rediriger vers un hôpital où il y aura un médecin. Alors du coup le deuxième et le troisième métier dont je vais vous parler, c'est astrologue et astronome. Est-ce que vous connaissez la différence ? Ah bah oui. Astronome, c'est celui qui étudie en gros les astres. Mais quand je dis les astres, j'entends les objets. Ah oui, mais c'est l'étude des déplacements des planètes, des comètes, des météorites, de tout ça. Alors que l'astrologie sera plutôt tout ce qui est interprétation avec tout ce qui est signe du zodiaque, non ? C'est ça ? Oui, c'est une science exacte, non ? Alors, je vous vois un petit peu ironique, mais oui, c'est ça. En fait, comme tu l'as dit, Corentin, donc l'astronomie, c'est tout simplement la science de l'observation des astres. Donc, de l'observation de tout. Dans l'astronomie, il y a diverses branches. Il y a la planétologie, la cosmologie, l'astronomie stellaire, etc., etc. Donc, ça va vraiment être une science qui va étudier tout notre système solaire et au-delà. Et l'astrologie, en fait, c'est l'horoscope que vous lisez, si vous voulez. Ça va être, en fait... essayer de... En fait, c'est une croyance déjà, mais ça va être essayer de connaître l'avenir de telle ou telle personne en fonction du placement des astres. Sa date de naissance. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas que ça, mais oui, il y a en partie, donc oui, en partie tout ce qui est signe du zodiaque, en fait, c'est de l'astrologie. Donc ça, c'est pas une science, c'est une croyance. Après, il y a quand même une bonne partie de la population qui y croit. Donc, on n'a vraiment pas de certitude que ce soit fondé, mais il n'y a pas confondre les deux, quoi. Il n'y a pas de raisonnement scientifique qui se cache derrière ça. Non. En fait, la confusion, ça vient que déjà les termes sont assez proches et que historiquement, on ne faisait pas la différence entre astrologie et astronomie parce que, par exemple, dans la Grèce antique, c'était les mêmes personnes qui allaient étudier les astres et ils allaient faire, en fonction des astres, ils allaient dire tel astre, où ils ont nommé les astres, donc ça c'était plus astronomie, mais après ils vont dire ah oui, telle personne est née alors que c'était tel astre qui était dans le ciel. Donc, en fait, si vous voulez, la différence s'est faite un petit peu après. Mais au départ, les deux étaient plus ou moins liés. Et pour mon troisième métier, je vais rester dans les astres. C'est, est-ce que vous connaissez la différence entre un astronaute et un cosmonaute ? Florent, il n'en a pas déjà parlé dans une de ses chroniques, ça ? On a déjà abordé le sujet, mais je vais être un peu plus précis que la dernière fois. Non, je m'en souviens plus. Les filles, une idée ? Moi, je dirais le cosmonaute, c'est celui qui va sur la Lune, mais... Enfin, pas que, bien sûr, mais... Alors, l'astronaute, ouais, c'est vrai que la nuance... Il n'y en a pas un qui fait aussi un côté un peu recherche, et l'autre qui va seulement... Sur le terrain. Alors, je vais vous donner des termes supplémentaires. On peut aussi dire spationaute ou taïkonaute. Mais pourquoi ? Genre pour lequel des deux mots ? En fait, les 4 métiers, c'est le même métier. Ah. La différence, c'est que ça va dépendre Vas-y. Je crois que ça dépend du pays. C'est ça. Alors en fait, pour les Américains, on dit astronaute. Donc Neil Armstrong, c'est un astronaute.
Thomas Pesquet, c'est un spationaute. Et Yuri Gagarin, c'est un cosmonaute. Et les taïkonautes, c'est les astronautes chinois. Ok. Désolé, j'ai pas de nom. Mais pour Thomas Pesquet, c'est le nom pour les Français ou pour l'Europe? Ah, alors c'est une bonne question. En fait, à la base, c'était européen. Européen, on dit spationaute. Donc ça vient de l'espace. Et naute, c'est le suffixe pour navigateur. C'est pour ça qu'ils ont tous le suffixe naute. Donc à la base, spationaute, c'était pour les Européens, astronaute pour les Américains, cosmonaute pour l'URSS à l'époque, et taïkonaute, c'est la Chine récemment. Et sauf que ça a un petit peu changé. En fait, maintenant, spationaute, c'est le terme un peu plus général dans le monde. Par exemple, des Brésiliens, ce sera des spationautes. À la base, c'était juste européen, donc spationaute, et maintenant, en Brésil, c'est spationaute. Si vous avez des astronautes à Cuba, ce sera des spationautes aussi. Astronaute, en fait, c'est juste les États-Unis et le Canada. Le Canada, ils ont le droit. Et taïkonaute, c'est que la Chine. En fait, pratiquement tout le reste du monde, ça va être spationaute, sauf les pays qui étaient anciennement URSS. Par exemple, en Ukraine, ce sera cosmonaute parce que ça vient de l'URSS. Ouais, c'est dans l'étymologie, c'est dans la langue. C'est ça, en fait, c'est historiquement, c'est des cosmonautes. Après, c'est vraiment exactement le même métier. C'est quelqu'un qui va dans un véhicule qui voyage dans l'espace. Ah, donc c'est ça le métier, c'est ça. Ok. Sacré métier. Voilà, donc si vous êtes intéressé, je suis désolé, à moins de vous faire naturaliser, vous ne pourrez jamais être astronaute. Ça restera spationaute pour vous. Ah. Donc voilà, sur ces petits rappels de vocabulaire, j'ai terminé ma chronique. J'espère que ça vous a intéressé. Oui. Oui, carrément. Franchement, je ne savais pas pour tout ce qui est astronaute, cosmonaute. Merci. Merci Nico. Maintenant, on va tout de suite faire une pause avec Heroes de David Bowie avant de retrouver Mathilde et les récifs coralliens. Bienvenue dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Nous en étions à Mathilde qui va nous parler de récifs coralliens. Et si vous avez malheureusement raté le début de l'émission, vous retrouverez le podcast sur fadjet.net ou sur la chaîne YouTube Science Infuse avec toutes les anciennes émissions. Ou plus simplement, suivez-nous sur Facebook avec la page Fadjet-Science Infuse pour être au courant de tout. Et c'est à toi Mathilde. Ah, merci. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet passionnant. Pour moi et pour beaucoup d'entre vous, j'espère, à la fin de ma chronique, le corail. Alors rendez-vous compte que les récifs coralliens couvrent 0,2% des océans, et pourtant, à eux seuls, ils abritent 25 à 30% de la biodiversité marine. Alors on commence avec les stars des récifs, le corail. Est-ce que vous savez ce que c'est? Un animal, un végétal ou un minéral? Alors si je dis pas de bêtises, ça crée un minéral. Et c'est un animal? Oui, souvent on pense que c'est un végétal parce que ça a des branches et ça bouge pas, ou bien un minéral parce que c'est dur, mais effectivement c'est bien un animal. C'est une construction sous-marine calcaire qui est faite par un être vivant, enfin par des êtres vivants en l'occurrence. Et ces êtres vivants, ce sont des polypes. Alors ce sont des organismes pas plus gros que la mine d'un crayon et qui ont une bouche et des tentacules. Aussi fou que ça puisse paraître, c'est un animal. De loin, c'est pas évident, d'ailleurs, dans l'Antiquité, jusqu'en 1742, les gens le prenaient pour une pierre et même pour une plante. Mais si on y regarde de plus près, et j'invite tous nos amis nancéens à se rendre à l'Aquarium Muséum de Nancy pour les voir, donc si on se rapproche, on peut voir des tentacules, et au milieu, la bouche, qui sert aussi d'anus. Cet animal étant fixe, il ne peut pas se déplacer pour chasser. Alors pour trouver ses nutriments, il accueille des algues microscopiques symbiotiques. Alors pas de panique. Symbiotique, on a déjà vu ce que ça veut dire, mais on va vite fait le rappeler. Vous souvenez-vous? Une symbiose? C'est quand deux espèces ou deux individus Avoir des interactions où chacun va aider l'autre, ça va être bénéfiques pour les deux. C'est ça, bravo. Donc ici on a l'algue qui vit dans le polype et qui du coup apporte des nutriments au polype. Comme il est fixe, tout l'intérêt est là, c'est d'accueillir cette petite algue, récupérer des nutriments grâce à cette algue qui les produit par la photosynthèse. Et l'intérêt cette fois-ci pour l'algue, du coup, c'est d'avoir une espèce de maison protectrice. Et du coup, cette algue est microscopique parce qu'il s'agit d'algues qui sont très 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 petites et qui mesurent entre 1 à 12 micromètres. Et il peut y en avoir, pour vous donner un ordre d'idée, entre 1 et 10 millions par centimètre carré sur un polype. Donc ces algues qu'on nomme zooxanthelles
apportent de la nourriture aux polypes par la photosynthèse. Et comme on a parlé de relations symbiotiques, en échange, le polype apporte des substances utiles aux algues, un abri contre certains animaux, et en prime, une très très belle exposition à la lumière, pour faire la photosynthèse. Et en bonus, l'algue lui donne aussi de jolies couleurs. Mais les coraux, ils vivent pas à différentes profondeurs. Genre, il y a plusieurs. Si. Parce que on en a. Enfin, moi, j'avais l'image que c'était souvent la surface. Enfin, que c'était peu profond pour justement avoir de la lumière. Ça descend pas en dessous de 50 mètres normalement, mais on en trouve plus profond en fait en fonction de ce qui s'est passé avant au niveau géologique des terres. Parfois, il y en a d'autres qui ont été immergés plus profond. Enfin, ce serait tout un autre article ça, mais voilà. On peut en trouver entre 50 et 200 mètres. Voilà. Donc maintenant, si vous observez bien le corail, vous pouvez voir une structure dure. Vous avez peut-être même déjà vu du corail blanc. Et c'est le squelette calcaire en fait du corail qui a été fabriqué par notre petit animal grâce au calcaire qu'il a puisé dans l'eau. Et c'est dissuasif pour certains prédateurs. Bon, maintenant on revient à notre corail. Un pied de corail est composé d'une multitude de polypes reliés les uns aux autres. Ils ont bourgeonné à partir d'un seul polype et coopèrent pour manger, construire leur squelette calcaire, se défendre et se reproduire. Ils sont tous jumeaux, enfin plus précisément c'est tous des clones. Et des coraux de ce type, il y en a des centaines d'espèces qui vivent dans des zones tropicales et subtropicales. Leur croissance pendant les milliers d'années a permis petit à petit la formation de récifs comme la Grande Barrière de Corail d'Australie, qui fait à peu près 350 000 km² et qui est visible depuis l'espace. C'est quand même pas mal pour un si petit animal qui vit fixé sur son socle, je trouve. Genre, on le voit vraiment de l'espace. Ouais, on voit la barrière de corail C'est dingue. depuis l'espace. Donc si on résume bien, le corail dur, qu'est-ce que c'est ? C'est un animal qui abrite des algues, qui fabrique un squelette calcaire et qui forme des récifs. Mais c'est pas tout, et ça je vous en parlerai dans un autre article. Ah, ça tease. Aussi, il faut savoir que ici à Nancy, on a le paléontologue spécialisé des coraux, et c'est quasiment, je crois que c'est le seul dans le monde. Et c'est Bernard Letuilière. Ah, génial. Non, je savais pas. Je me renseignerai, je regarderai. Peut-être je ferai plein d'articles sur les coraux du coup. Si tu veux faire de longues études, tu devrais peut-être aller le voir. Merci Mathilde, on fait maintenant une pause avec Roxane de Sting, et après je vous parlerai d'un oiseau mystérieux. A tout de suite. Bonjour ou rebonjour dans Science Infuse, l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Tout de suite, je vous emmène au Congo à la découverte d'une espèce d'oiseau bien connu. Bon, évidemment, je vais vous laisser deviner. Avant le Congo, on va quand même faire un tour aux USA pour retrouver James Paul Chapin, ou en anglais James Paul Chapin, je sais pas comment on le dit, donc on va rester sur James Paul Chapin. Et est-ce que vous avez une idée de qui est-ce que ça peut bien être ? Un ornithologue. Oh, bingo. Mais qu'est-ce qu'un ornithologue, Margot ? C'est un chercheur qui fait ses recherches autour des oiseaux. Exactement. Donc oui, c'est exactement ça, un ornithologue. Donc pour remettre dans le contexte, au début du XXe siècle, il y a beaucoup de chercheurs qui partent en Afrique, enfin chercheurs et explorateurs, parce qu'on découvre plein de nouvelles espèces, surtout au Congo, avec l'okapi par exemple. Partons maintenant en 1913, où nous retrouvons notre ornithologue, à l'âge de 24 ans, en train de faire la fête dans le village d'Avakubi, dans l'ancien Congo belge, qui est maintenant la République démocratique du Congo. À un moment, il regarde fixement un danseur, se rapproche et découvre que sur son couvre-chef, il y a des plumes dont James ne connaît pas l'origine. Alors il va en récupérer quelques-unes, et il les reconnaît pas, il se demande ce que c'est, mais là il se dit je suis au Congo, l'endroit où on découvre plein de nouvelles espèces, il y a moyen de tenter un truc. Notre chercheur, il se rend compte qu'il a pas beaucoup d'infos, et que cette plume, elle est de couleur brune-rousse, et le nom donné par la population locale est Mbulu, qui signifie un oiseau qui vit au ciel. Bon, il n'est pas très avancé avec tout ça, et ce n'est pas suffisant comme nom, parce que lui, il veut un nom scientifique pour savoir si cette espèce a déjà été découverte ou non. Donc pendant 2 ans, il ne va rien trouver, il va rentrer aux USA en 1915 en demandant à plein de collègues si quelqu'un a des infos, et rien. Est-ce que pour l'instant, vous avez une idée ? Elle est comment la plume ? Elle a dit qu'il était brune, c'est ça ? Ouais, brune-rousse. Putain, moi je pensais à une autruche, mais vu que ça vit dans le ciel, t'as dit que c'est brune, donc c'est pas Non, ça. c'est beaucoup plus petit qu'une autruche. Est-ce qu'on les trouve dans les oiseaux dans Kirikou ? Oh, je sais plus. Parce qu'il y a un oiseau noir qui a quelques plumes comme ça. Non, c'est pas un oiseau noir Avec des plumes rousses. avec des plumes roses. Je vais avancer. Donc après, peut-être par désespoir, je ne sais pas, il va même faire des recherches sur l'hybridation des poules et des pintades, sans succès. Donc l'hybridation, c'est le croisement de 2 espèces.
Bon, généralement, la descendance n'est pas féconde, mais on peut faire des trucs cool, comme, attention, un ananas à la noix de coco. Et c'est pas une blague, ça a été fait par des Australiens il y a 5 ans, enfin c'était en 2012, je crois. Du coup, ça c'est avec des fruits. Tellement bien. Ouais, ça c'est avec des fruits. Parce qu'avec des animaux, sinon tu peux juste parler des mulets. C'est quoi? C'est pas Alors, une coupe de un cheveux mu- moche. Tout à fait. Alors un mulet, c'est un croisement entre âne et cheval, mais je sais plus c'est le père si c'est le cheval ou le père Ah, c'est l'âne. C'est l'âne. C'est un Il des me deux. semble que c'est le père Anne et Enfin, c'est un des deux. femelle jument, ouais. Bon, je crois qu'on s'égare. Donc, en gros, James commence à être désespéré, alors en 1901. Il va apporter cette plume en Europe, pour la comparer avec d'autres collections, mais toujours sans succès. Par contre, ça sent le bon plan, puisque ça veut dire qu'il est sur la piste d'une nouvelle espèce. Mais lui, il le sent pas, et préfère ne rien annoncer, de peur peut-être de dire n'importe quoi ou de ne pas être crédible. Il ne va rien découvrir sur cette plume pendant 15 ans, il va même laisser le projet de côté, et c'est en 1936, alors qu'il souhaite voir la collection d'oiseaux de l'Africa Museum de Tervuren, et qui se trouve en... Allez, Au Congo. eh ben non, t'es tombé dans le piège, c'est en Belgique. Ah là là. Parce que la oui. Belgique a eu beaucoup d'histoires colonialistes avec tu- le Congo. Et donc c'est là-bas qu'il va découvrir de nouveaux indices. Donc en début août, James arrive. C'est en début août que James arrive et qu'il va être accueilli par le directeur du muséum, Henry Schouten. Le truc, c'est qu'il y a une pluie torrentielle. Donc pour éviter de prendre une douche, le directeur va faire passer notre ornithologue par une entrée secondaire qui donne sur un couloir où sont stockés plein d'animaux empaillés, prêts à partir ou à être jetés à cause de leur mauvais état. Et là, bingo, il va retrouver deux spécimens avec des plumes qui ressemblent fortement à ce qu'il avait trouvé. Alors là, le premier avait des plumes avec des reflets violets et verts, alors que l'autre avait des plumes rousses, enfin brun-rousses, avec des ailes zébrées de noir. Donc un mâle coloré et une femelle aux couleurs plus sobres, ce qu'on appelle un dimorphisme sexuel, donc une différence des critères physiques suivant le sexe. Et c'est une caractéristique importante de ces oiseaux. Et ils ont une petite crête sur la tête. Est-ce que quelqu'un a une idée? Parce que là, en vrai, on est très chaud. Hein. Alors moi, je pense au pan. Ah bah, Comme t'as dit, vous êtes vert en et plein bleu. dedans. Donc oui, c'est bien le pan, mais c'est une espèce particulière de pan. Donc pour revenir au musée, c'est bizarre parce qu'on retrouve les spécimens d'une espèce inconnue prêts à être jetés, normalement des échantillons d'espèces inconnues ou rares, ça a de la valeur même dans un mauvais état. Eh bien, les oiseaux ont été confondus avec une autre espèce qui est, ce que vous avez dit, donc le pan domestique, donc celui que tout le monde a l'image avec les grandes plumes qui s'hérissent pour le mâle pour pécho. Et en fait, ces individus, ils ont été pris pour des jeunes individus. Alors qu'ils représentent une autre espèce de pan sans les grandes plumes. Ces oiseaux sont donc des pans congolais que James Paul Chaplin a nommé du doux nom scientifique Afropavo cogensis. Donc pour la petite histoire aussi, l'année où James découvre la plume, c'est l'année où les deux spécimens sont reçus au muséum en Belgique. Et ensuite, il va falloir découvrir où exactement l'espèce vit, parce que c'est bien joli d'avoir donné un nom, mais s'il n'y a pas de lieu où de retrouver l'espèce, c'est moyen. Et ben notre chercheur, il va avoir un deuxième coup de bol, mais genre en juillet, enfin non, c'est pas en juillet, c'est quelques temps après. Et il retrouve un ami qu'il avait rencontré il y a longtemps pendant l'expédition que je vous avais dit, l'expédition où il a découvert les plumes. Et ce monsieur, c'est un directeur d'une mine d'or qui, en mangeant, va lui parler d'un oiseau bizarre qui a plutôt bon goût. Et bah oui, c'est bingo, c'est pile l'espèce qu'on recherche. Bon, après, c'est un peu bête parce que le seul mec qui découvre un individu de cette espèce, c'est celui qui le mange. Donc James va passer une annonce après pour tenter de recevoir des témoignages de personnes qui auraient vu notre pan congolais, et il va recevoir plein d'infos qui vont convaincre notre chercheur de la présence du pan au Congo. Mais tout ça, c'est des témoignages et non des preuves. Donc n'importe qui aurait pu dire oui, j'ai vu ton oiseau, mais la personne aurait pu mentir pour se faire remarquer, ou alors qu'en réalité, ce n'était qu'un pigeon qui avait été confondu. Donc c'est seulement en 1947 qu'on a une preuve grâce à de vieux capteurs, enfin les premiers, donc sûrement qui ont été créés après la Seconde Guerre mondiale. Et en 1957, au zoo d'Anvers, on a même pu assister à l'éclosion de plusieurs œufs. Et si vous avez envie d'aller plus loin dans les détails, je vous conseille d'aller lire l'article écrit par Michel Reynal, biochimiste et cryptozoologue, qui a publié un article dans la revue Espèces, qui est un magazine de vulgarisation d'histoire naturelle, qui touche principalement à la biologie animale et végétale. Et tout ça, c'est écrit que par des chercheurs qui vulgarisent, et c'est super intéressant. C'est un trimestriel que je conseille à tout le monde.
Eh bien, merci de m'avoir écouté. On fait tout de suite une pause avec M83 et le titre Midnight City avant de retrouver Nicolas qui va nous faire un quiz sur les maladies. Bonjour à tous et bienvenue dans la dernière partie de l'émission de vulgarisation scientifique de Fadjet. Et nous en sommes à Nicolas qui va nous faire un quiz sur différentes maladies. Et oui, me revoilà. Cette fois-ci, je vais vous parler de maladies. Alors, plus précisément, je vais parler des maladies infectieuses. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs types de maladies. Si je vous dis maladie mentale, vous êtes d'accord que c'est pas le même type de maladie que si je vous parle d'un rhume. En fait, donc il y a différents types de maladies. Il y a les maladies infectieuses, les maladies traumatiques, les maladies psychiques, les maladies cardiovasculaires. Toutes celles-là, en fait, elles ont des causes différentes. Je ne vais pas les détailler, mais moi, je vais juste m'intéresser aujourd'hui aux maladies infectieuses, donc les maladies qui ressortent cet hiver, qui sont dues à des organismes qui vont venir dans notre corps pour un petit peu mettre le bazar. Donc il va y avoir deux types d'organismes principaux qui vont faire ça, c'est les virus et les bactéries. Et il faut savoir que on parle beaucoup des antibiotiques quand on parle de maladies. Et il faut savoir que sur les virus, les antibiotiques n'ont pratiquement aucun effet. Parce qu'un virus, la différence entre un virus et une bactérie, c'est qu'un virus, si vous voulez, c'est un parasite de bactéries. C'est-à-dire qu'un virus, quand il va arriver dans votre corps, il va se mettre dans les bactéries, donc dans les cellules qui sont dans votre corps. Alors qu'une bactérie, c'est juste une cellule unique qui va infecter votre corps et se reproduire dedans. Et donc les antibiotiques ont des effets qui tuent la vie, donc qui tuent les cellules. Mais est-ce qu'un virus est considéré comme un organisme vivant ? Alors on s'écarte un peu du sujet, mais en fait il y a des débats dessus. Il y a des gens qui pensent que oui, des gens qui pensent que non. En fait, un virus, c'est une structure assez simple. Si vous avez déjà entendu parler de l'ADN, en fait, l'ADN, c'est un genre de brin. En fait, un virus, il peut être assimilé à juste un grand brin, si vous voulez. Donc, un virus, il y a des gens qui le considèrent comme un organisme vivant, d'autres non. Mais en tout cas, c'est quelque chose, même si c'est pas vivant, qui peut infecter notre corps et nos cellules. Voilà. Donc, pour toutes les maladies dont je vais parler, si c'est des maladies virales, donc qui sont dues à un virus, les antibiotiques sont vraiment pas conseillés, ou alors dans des cas extrêmes et par les médecins. Donc mon quiz, ça va être, je vais vous parler de maladies que vous connaissez tous, et vous allez me dire si elle est d'origine virale ou bactérienne. Ok ? Vas-y, je On va commencer par très simple. Je suis attaqué. Un rhume, viral ou bactérien ? Bactérien. Et non, oui, le rhume, c'est le rhinovirus. Donc c'est une maladie virale. En fait, un truc qui est assez simple aussi, c'est qu'une maladie virale, c'est beaucoup plus compliqué à soigner qu'une maladie bactérienne en général. Je dis mais bien le en général. Et donc du coup, si la maladie, elle pose des problèmes à soigner ou qu'elle n'est pas évidente à soigner, pensez virus. Un rhume, on est d'accord qu'on ne soigne pas un rhume du jour au lendemain, même si c'est pas forcément très dangereux, donc un rhume, c'est viral. Voilà, c'est un petit tips. Allez, un deuxième, plus facile cette fois, le sida. Virus. Le virus. Eh bah oui, virus. Comment s'appelle le virus ? VIH. Qui veut dire ? Ah, je le savais. C'est le virus de Immunodéficience déficience humaine. Parce Humaine, qu'il s'attaque à nos J'allais dire cellules immunitaires. immunodépression, mais non. C'est un peu... Alors du coup, la dépression, c'est autre chose. C'est un autre type de maladie. C'est pas une maladie infectieuse. Ouais, bah non. Ensuite, l'herpès. Tiens, C'est un virus. Un virus. virus, tout à fait. Le virus de l'herpès. Qui est en plus, il est plus comment ? Il est latent. Oui, bah ouais, c'est exactement ce que je voulais dire, mais et aussi qu'il est génétique, non ? Enfin pas qu'il est génétique, mais qu'il est transmis des parents aux enfants. Alors, tu peux, en fait, il y a des maladies, donc dans les types de maladies dont je parlais précédemment, qui vont avoir plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Donc l'herpès, je me suis pas bien renseigné dessus, mais par exemple, c'est possible que tu aies entre guillemets des prédispositions en fonction de ton patrimoine génétique, et du coup, tu vas avoir plus facilement cette maladie. C'est possible que ce soit le cas pour l'espèce. L'herpès, je suis pas renseigné. Et ça peut se déclencher aussi suivant ton stress ou comment tu te sens. Aussi, c'est maladie psychique ou traumatique. Alors, quatrième maladie, un petit peu à la mode en ce moment, la gastro-entérite. Ah non, Ah, est-ce que c'est possible que ce soit les deux ? mais pas à la mode. Genre- Alors du coup, on a dit Corentin qui se demande si c'est pas les deux. Ouais. Margot qui dit virus. Non, qui dit bactérie. Et Mathilde. Moi, je dirais virus. Et ben c'est Corentin qui a raison, c'est les deux. Et Wow. donc pour la gastro en tant que telle, c'est plus souvent viral que bactérien d'ailleurs. Mais si on s'intéresse uniquement aux diarrhées, les diarrhées sont plus souvent dues à des bactéries. Notamment Margot, tout à fait. Escherichia coli. Coli.
Le fameux. Entre autres, hein, il y a vraiment beaucoup de bactéries différentes et de virus différentes qui peuvent provoquer donc les symptômes qui sont des vomissements et des diarrhées. Mais en général, les diarrhées, c'est plutôt bactérien, Mais il etc. peut y avoir les deux, une personne qui aurait vraiment la malchance et qui aurait et la bactérie et le virus. Alors oui, c'est possible, mais c'est peu probable. Dans ce cas, C'est vraiment c'est pas de bol. chance. C'est pour ça aussi qu'il faut faire attention quand on a une diarrhée, qu'il ne faut pas automatiquement prendre des antibiotiques, parce que si c'est un virus, ça sert à rien, et au final, vous sélectionnez les bactéries, vous sélectionnez les plus fortes, et ça risque d'empirer la chose, d'où la fameuse phrase, les antibiotiques, c'est pas automatique. Tout à Et fait. surtout, de ne pas oublier de se laver les mains. C'est ça. Comme ça, on évite la propagation des bactéries. Et oui, parce que dans maladies infectieuses, il y a infection. Infection. Donc la plupart des maladies sont transmissibles assez facilement. Alors maintenant, je vais parler de maladies un petit peu plus historiques. On va commencer par la peste noire, tiens. Ah, Ah, je sais que c'est avec les rats, Oui, moi aussi. mais je sais plus si c'est une bactérie. il y a une Ou un épidémie, virus. On a dit que c'était difficile C'est- à ça, soigner, c'est- donc ce serait. Ah, c'est je crois que c'est un virus, parce que ça se transmettait dans l'air ou... Moi, je dirais virus aussi. Et t'as dit que c'était difficile à Virus- soigner les virus virus, tout. donc, Et non, c'était Ah. une bactérie. Ah, voilà, C'était la bactérie, alors Yersinia pestis. Après, il y a eu était plusieurs éradiquée. pestes. Oui, il y a eu donc, plusieurs pestes, mais là j'ai bien dit de la peste noire. Ok. C'est une bactérie. Elle a été totalement éradiquée, la peste noire. On en trouve, Non, on peut encore en encore. retrouver. Il y a très peu de maladies qui ont été totalement éradiquées. Là, il y en a une hyper connue, mais je l'ai plus en tête. Mais des cas de peste noire, il y en a qui ressortent, mais c'est souvent dans des pays non développés. Mhm. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que. Alors là, je vais aussi dire, de mettre des gros guillemets et dire en général, mais dans tout ce qui est bactéries, comme c'est entre guillemets plus gros qu'un virus, c'est plus facile de s'en prémunir. Et du coup, nous, comme on va avoir. Enfin, dans les pays, on va dire comme la France, qui sont développés, on va avoir on va plus faire attention à notre alimentation, à notre mode de vie. Et donc le fait de se laver les mains, ça détruit plus facilement les bactéries que des virus. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de maladies, on va dire anciennes, comme la peste noire, qui au final, même si votre voisin contractait la peste noire, ça lancerait pas une énorme épidémie en fait, parce qu'on a des gestes au quotidien qui font que ça réduira la propagation. En parlant de la taille des bactéries et des virus, c'est vrai, un virus c'est vraiment tout petit même à côté d'une bactérie, et que quand ça l'infecte, en fait ça se multiplie plein de fois à l'intérieur et la bactérie explose. Mais genre il y a beaucoup de virus qui sont créés. Enfin c'est vraiment tout petit. Après, oui, un virus en général c'est plus petit, mais il y a des virus qui peuvent faire la taille des bactéries, c'est très rare, mais ça arrive. Ouais, c'est vraiment deux choses différentes. Mais d'ailleurs, petite question autour des maladies aussi. Si un virus, ça ne peut pas survivre à l'extérieur d'un corps humain là, pour le coup, mais ça peut être un autre corps animal, quelque chose de vivant. Oui. Alors qu'une bactérie, si, mais ça veut dire que si tu es malade par exemple, mais qu'à un moment donné tu guéris, enfin voilà, tout va bien, mais que tu as des bactéries qui sont dans ton environnement, tu peux retomber malade, contrairement au virus. Alors, en fait, c'est un peu le même principe pour les virus et les bactéries au niveau de nos défenses immunitaires. On en a déjà parlé dans des chroniques, on pourra en refaire une si tu veux. Et en fait, c'est que notre corps, il va être préparé du coup à l'attaque. Une fois qu'il a repoussé l'attaque, notre corps, il va être au garde à vous, prêt à de nouveau se défendre. Du coup, même si on se refait infecter, on aura déjà nos globules blancs qui seront prêts à se battre contre cette infection. Donc, comme elle sera plus faible, c'est pour ça qu'en fait, une fois que vous attrapez une maladie bactérienne, ou même une maladie en général, on ne chope pas un rhume 2 jours après avoir guéri d'un rhume. On ne chope pas une grippe 2 jours après avoir guéri d'une grippe, en fait, parce que nos défenses sont prêtes, et que ce soit bactérien ou viral, notre corps se prépare de la même manière. Ok, et je pose ce truc un peu Enfin, plus ou moins de la même manière. Par exemple, tu es en colocation et que ton coloc n'est pas malade, toi tu guéris, tu as encore des bactéries dans ton environnement, est-ce que ton coloc peut tomber malade? Il peut très bien tomber malade après. C'est Après pour ça dépend de que- son système immunitaire, si c'est déjà adapté ou pas. C'est ça. Et ça soulève un autre point, genre si tu retombes malade de la même maladie, ce que ça veut dire, alors entre guillemets parce que ce sera pas tous les cas, mais c'est que en gros les bactéries, t'auras tué toutes les bactéries les plus faibles, et t'en as certaines les plus fortes qui ont survécu, qui seront capables de te redonner la maladie, ce qui fait qu'en gros ton système immunitaire va se battre contre ces nouvelles, qui va tuer les nouvelles, mais ces nouvelles vont aussi créer une nouvelle génération qui sera aussi résistante. Et en fait, c'est une bataille qui se fait tout le temps comme ça. C'est le même principe que les hackers et les systèmes de défense en cybersécurité. Tout à fait, Corentin. Merci pour cette belle analogie.
Du coup, il m'en reste quelques-unes en stock. On va rester dans les vieilles maladies et je vais vous parler de la lèpre. Vous savez, cette petite maladie qui fait que vous perdez votre peau, puis vos membres petit à petit. Je pense. Alors, ouais, je pense que c'est un virus. Parce que la bactérie, elle te mangerait. Enfin, alors que le virus, peut-être qu'il va rentrer dans tes cellules, il va détruire, et après, ce serait un peu le cadavre de ta cellule qui reste, et c'est ce qu'on verrait, la peau qui lâche au final. C'est un beau raisonnement, mais malheureusement non. La lèpre, c'est encore une fois bactérie. Waouh. C'est la Mycobacteria leprae. Voilà. Et elle fait quoi sur l'organisme? C'est au niveau interne, je sais pas, mais pour les symptômes, ce que je vous ai dit, en fait, ça va être votre peau, puis vos membres qui vont partir petit à petit. Voilà, c'est super ragoûtant. Ça veut dire que ouais, c'est la bactérie. Alors, c'est... Bah, paquetement, en fait, ça tombe. C'est pas, ils se font ronger petit à petit, c'est genre, ah, tiens, j'ai perdu un doigt. Ouais, mais je comprends pas trop comment ça se fait. Genre. Ah bah ça c'est un petit peu comme toutes les maladies. Pourquoi tu te fais vomir? Pourquoi telle maladie fait ci, fait ça? Désolée pour tous ceux qui seront en train de goûter. Ouais, non mais après... C'est vrai, à 16h30. Ouais, mais autant tu... Ouais, c'est vrai, je sais pas. Si tu veux voir le mode d'action, c'est comme pourquoi ça te fait des boutons telle maladie, tu vois. Ouais. C'est des modes d'action ouais, bah je me renseignerai. Faut se renseigner je pour ferai chaque peut-être maladie, une chronique voilà, dessus. si tu veux. Moi, j'ai l'explication pour les diarrhées. Pourquoi on a autant d'eau qui se déverse. Okay. C'est nos membranes c'est une action en fait qui dessert les cellules et qui laisse passer l'eau entre les cellules. Et voilà. Ça donne ce qu'on sait. Yes. Merci. Alors du coup, ma dernière maladie, c'est un petit peu la reine de l'hiver, hein, avec la gastro et le rhume. C'est la grippe. Un virus. Je crois que c'est les deux aussi, ça. Je crois aussi. Je partirais sur une peut-être que Corentin. Je vais juste dire virus parce que sinon... Bah écoutez, moi j'ai trouvé que virus. Alors bactéries, pourtant on entend bien le virus de la grippe, hein, la grippe... Il y en a plusieurs par contre. Oui, la grippe A, B, C et D. Voilà. Mais il y a différents types et chacune s'attaque à des organismes différents. Alors si je dis pas de bêtises, la grippe A on en a beaucoup parlé parce que de base c'était pas une grippe qui touchait l'homme. Et il y a eu des souches qui ont muté, c'est pour ça qu'il y a quelques années on a parlé de la grippe A, mon dieu, s'attaque à l'homme. Non, c'est la grippe A, c'était la grippe porcine. Et la grippe aviaire du coup c'est... La grippe aviaire, je sais pas c'est lequel. Et la grippe A en fait c'est plus sur les mammifères et de base ça touchait pas l'homme. Et comme ça a touché l'homme... Comment ça s'appelle les maladies comme ça déjà? Genre que... En fait t'as un nom pour les maladies qui ne se transmettent... qui se transmettent que dans certaines espèces, et ça a aussi un nom si ça se transmet entre plusieurs espèces. Et je sais plus le... Je sais pas. Eh ben super Nico, merci, j'espère que vous aurez appris plein de choses, mais malheureusement nous sommes déjà à la fin de l'émission. Donc nous nous retrouverons dans 2 semaines pour la prochaine émission. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Facebook avec la page Fadjet-Science Infuse, ou sur YouTube avec la chaîne Fadjet Science Infuse, où vous retrouvez toutes les anciennes émissions, ainsi que sur fadjet.net où vous retrouverez en podcast la dernière émission. Bon week-end! Bon week-end!